Alors, qui suis rapidement. Donc, moi, je suis développeur depuis une douzaine d'années, pas mal bossé dans l'implémentation de solutions de sécurité, notamment de facteurs pour le web. Euh, Pas mal bossé à l'époque, notamment avec Johan sur le mobile à partir de 2010. Je fais partie de l'OAS Genève, donc tout ce qui est sécurité web. Ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte, où je fais vraiment du conseil pour intégrer la sécurité dans le développement. Alors que ce soit du mobile comme aujourd'hui, du web, et puis en ce moment aussi beaucoup de boulot avec tout ce qui est Bitcoin, blockchain, bullshit as a service. On peut me suivre sur Twitter avec ce nom-là. Donc là, l'intérêt, c'est que comme je suis tout seul dans ma société, je peux dire ce que je pense, même si c'est filmé. Surtout parce que c'est fini. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous expliquer très très rapidement ce que c'est que le mécanisme d'achat intégré dans Android. Puis avec ça, ça va me servir en fait de prétexte pour vous montrer que c'est vraiment facile de faire du reverse engineering en Java. Mais juste faire du reverse pour faire du reverse, ok, ça amuse quelques hackers avec une capuche là. Mais moi, je vais vous montrer qu'en fait, c'est possible dans la vraie vie, sans y passer toutes ces nuits, d'arriver assez rapidement à des résultats concrets et puis à voler des choses qui ont de la valeur. Par exemple, dans un jeu, réussir à récupérer des crédits gratuitement. Donc ça va être la première étape. On va parler un peu de reverse engineering Java. Après, on va voir comment on arrive à modifier cette application, parce qu'une fois qu'on a compris comment elle marche sans code source, on va être capable de la modifier pour qu'après elle fasse ce qu'on a envie. Ça, on va voir aussi que c'est pas très compliqué. Et puis à la fin, on va être encore plus méchant. On va voir carrément comment on prend l'application Android et comment on change le code. On est capable de la resigner, de la redistribuer comme si de rien n'était. De là, on fera un petit pas en arrière pour regarder ce qu'on a appris par rapport à ça, de pourquoi ça marche en fait, pour pouvoir se rendre compte après, ok, qu'est-ce que je dois faire dans la vraie vie là, si je fais mon application Android et que je veux pas que ça m'arrive. Parce qu'ici, on fait tous du Java. Ce qui va être dit là, ça pourrait s'appliquer de manière générale sur du code backend, mais le code backend, il est considéré comme sécurisé sur un serveur, vous n'avez pas le contrôle, tandis qu'une application Android, vous la téléchargez depuis le Play Store et vous avez tout, le bytecode sous les yeux, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, c'est quoi? Donc, ce qu'ils appellent le mécanisme d'in-app billing. Alors, en gros, historiquement, ils ont juste copié ce qu'avait fait Apple pour, en gros, acheter des abonnements à la presse en ligne, acheter des fonctionnalités supplémentaires dans des applications, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait pour vous montrer que, avec du reverse engineering Java, on va être capable d'avoir de vraies conséquences financières avec des vraies applications de la vraie vie. Pas juste un proof of concept écrit par un académique dans un coin, puis après les gens disent ok, c'est bien gentil, mais il n'y aura jamais d'impact. Voilà. Ce qu'il y a d'important à comprendre là-dedans, c'est que donc, tout ce qui est paiement, donc tous ces achats qui vont être faits, c'est la façon dont ça a été pensé par Google. C'est que tout transite par Google. Donc à aucun moment vous allez dans l'application manipuler des données de carte bancaire, etc. C'est les Play Services de Google qui se chargent de ça, d'afficher la pop-up, d'avoir accès à votre carte de crédit, de balancer ça à la banque qui va bien et tout. Donc ça leur permet, eux, de tout surveiller ce qui se passe, puis en même temps, ils vont vous dire que bon, c'est génial, parce que si vous faites mal votre boulot, c'est pas grave, parce que vous n'avez pas pu voler des numéros de carte de crédit, etc. Il y a de la doc disponible. Pour ceux qui bossent avec Android, vous savez ce que ça vaut, la doc Android. C'est au mieux incohérent, certainement pas à jour, probablement ça marche pas. Puis le meilleur exemple pour moi, pour vous expliquer ce que c'est, donc je commence à connaître pas mal de trucs. Donc parmi, je sais pas, il doit y avoir 40-50 pages de doc qui expliquent le mécanisme, où il y a des infos qui se répètent, mais pas exactement de la même façon. Il y a un seul schéma qui est censé être limpide pour résumer tout ce que ça fait, donc un beau diagramme de séquence. Donc pour moi, il n'est jamais clair non plus quand je le relis. Donc on va le parcourir rapidement pour expliquer le principe, comment c'est censé marcher. On en voit que les gens chez Google, ils n'aiment pas faire de la doc. Donc en gros, c'est quoi ici? C'est notre application. Donc après, ça va être notre jeu ici. Ça, c'est l'application Google Play, donc qui tourne sur le smartphone. Donc en gros, les extensions Android qui ne font pas partie d'Android, mais qui sont fournies par Google. Et là, ce qui ne représente pas, qui est super important, c'est ici, il y a des serveurs Google où ils vont avoir le numéro de la carte de crédit. Là, ils vont contacter la banque, etc. Mais ils ont considéré que ce n'était pas important. Je pense que oui, pour vraiment comprendre le flow. Mais bon. Alors, la première chose que je demande de faire, c'est regarder en gros, est-ce que. Donc, il y a l'application, le jeu qui va contacter
via une API Java, donc là il n'y a pas d'appel web service et tout, c'est en local, hein, entre guillemets, qui va appeler la librairie Google Cloud pour dire voilà, est-ce que moi avec ma version, etc., je suis capable d'acheter des trucs? Est-ce que j'ai la bonne version de la librairie, etc. Et là il répond juste ok, oui, non. Après, ce qu'il demande de faire, c'est que l'application demande tout ce qui a déjà été acheté par le passé. Ça pour typiquement un truc, on va lire des magazines, etc. Ce qui a déjà été téléchargé, si on réinstalle l'application, on ne va pas vouloir repayer pour ce magazine, donc il va le savoir. Là, il passe pas mal de données, mais ça, en fait, on s'en fiche un peu. Ce qui est important pour vraiment commencer l'histoire, là, de ce qu'on va faire, c'est ce qu'ils appellent Get SKU Details. En fait, là, c'est quoi? C'est que quand vous faites votre application, donc vous vendez des items, ils appellent ça un SKU, donc vous vendez des choses, donc ça peut être des vies supplémentaires, la fonctionnalité premium, je sais pas, pour virer la pub de telle application, etc. Ça, vous la configurez, en fait, là c'est ça qui manque, là il y a les backends Google ici, vous avez la console d'administration Google qui est liée à vous en tant que développeur d'application, vous allez définir le prix, un petit texte, ce que c'est, etc. Donc en gros, qu'est-ce que vous vendez? Donc vraiment, la partie tarification, elle n'est pas là, on ne la voit pas. Et c'est cet appel-là qui se débrouille à retourner la liste en gros de tous les produits qu'il a achetés. Donc des vies en plus, des magazines, etc. Là-dedans. Okay. Donc ça, l'application, elle est censée faire ça au démarrage. Donc, quand on démarre l'appli, elle fait ça, et comme ça, elle sait ce qu'on peut acheter, ce qu'on a déjà acheté, etc. Après, l'utilisateur, il fait ce qu'il a à faire dans l'appli, puis à un moment, il veut acheter un truc. Donc quand on veut acheter un truc, il y a l'application, notre jeu par exemple, qui va appeler cette méthode getByIntent sur la librairie qui est en local ici, qui dit bah voilà, moi j'aimerais bien acheter le pack de vie, je sais pas, Candy Crush pour pouvoir dégommer 20 lignes d'un seul coup. Ok, là il y a la librairie qui lui répond, en gros des ID de référence, des trucs comme ça, puis un intent, donc vraiment la façon de voilà. En gros, qui va permettre de faire l'appel interne. Donc c'est genre ok, c'est bon, voilà, ça va s'appeler comme ça, l'utilisateur veut ça, là ça lui passe un objet Java en gros, et après ensuite on appelle cette méthode là. Ils ont trouvé inutile de mettre les paramètres, c'est dommage, hein, c'est super utile pour comprendre normalement. Bon, en gros on reprend l'intent qui est là, on lui dit ok, maintenant c'est bon, l'utilisateur il a bien cliqué confirme ou je veux bien ça, etc. L'utilisateur va acheter ça, et là on rentre vraiment dans la logique d'achat, et après là ce qui se passe, il va y avoir une pop-up, on va voir après dans le vrai jeu, qui est chargé par le système d'exploitation Android, donc l'application Google Play, où ça va demander la carte de crédit, ça fait tout ce que ça a à faire. Et à la fin, ça va réveiller l'application initiale avec la réponse, en gros, est-ce que l'achat a été réussi ou pas, des infos détaillées sur l'achat, genre l'heure, etc., le type, etc., et une signature qui est censée être importante pour être sûr que Google a bien mis son tampon en disant voilà, je certifie que ça a bien été acheté, etc. C'est pas juste quelqu'un qui est en train de me faire un coup de bluff. En train de quelqu'un qui essaie de me jouer la réponse, etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus clair par rapport à leur doc. Donc déjà, on sent que si vous avez ça implémenté en une demi-journée dans votre application Android, ça va commencer à être un peu compliqué pour faire les choses bien, rien que le temps de digérer ça. Donc, la cible, il fait quoi? C'est un jeu qui à l'époque s'est retrouvé il y a peut-être 3 ans dans le top 10 des jeux, je sais pas, un phénomène Panda Pop, ça s'appelle. Un truc genre Candy Crush, mais avec des. Enfin, Bubble Lad, je sais pas quoi. Enfin, faut dégommer des bulles, vous allez voir. Enfin, rien de magique là-dessus. Évidemment, plus on progresse dans le jeu, plus c'est compliqué, voire ça devient impossible. Et puis, ils pensent à attraper peut-être 1% des utilisateurs qui vont lâcher 1 franc, 2 francs, 5 francs pour acheter des armes supplémentaires ou des vies en plus pour espérer continuer dans les niveaux. Donc là, ce qu'on va faire vraiment pour commencer de ça le travail, la première chose, c'est ben, voilà, on a besoin de récupérer l'application. Alors le plus simple pour ça, plutôt que de le prendre avec un téléphone, essayer de récupérer, transférer, etc. Il y a des sites qui font miroir, donc il y a PKDL, il y en a plein, où en gros ils scannent de manière régulière le Play Store et puis ils stockent des copies des applications là-dessus. Donc là, peu importe votre téléphone, vous pouvez télécharger ça depuis le PC. Faites gaffe, il y a souvent des fonctions bonus livrées avec. Hein. Donc ne tournez jamais sur votre smartphone perso, on va voir, on démarre tout dans un émulateur parce que voilà. Eux ils vivent de la pub, mais à quel point, voilà, je sais pas. Donc pour ça, ce qu'on va faire ici, on va donc se préparer un émulateur. Donc plutôt que d'utiliser ce qui est fourni par défaut avec Android Studio, on va utiliser Genymotion, qui a vraiment des gros avantages, en plus d'être gratuit, un peu en mode de test.
c'est que c'est super rapide parce que ça va surtout utiliser une image x86. Donc on va pas avoir à se taper la couche de conversion ARM vers x86, donc c'est l'émulateur qui est assez lent. Quand on va faire tourner ça sur un laptop, ça va être vraiment beaucoup plus rapide. Et puis ce qui est vraiment sympa, c'est que dans les ROM qui fournissent, il y a juste une option à cliquer et puis ça y est, on est devenu root, donc on a pu router le téléphone sans effort. Donc ça c'est vraiment confortable. Ensuite, ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment bosser, le truc c'est que dans la ROM par défaut, ils ne peuvent pas fournir les applications des Google Play Services là-dedans, et Google Play ne les fournit pas nativement au format donc, compilé pour x86. Donc on est quand même obligé de rajouter une bricole qui va faire la traduction, mais donc en gros il y a tout qui va tourner en x86, sauf la partie Google Play Services qui elle va être émulée et va être plus lente. Voilà, donc il faut un peu bidouiller, etc. Donc ça, juste pour les curieux. Donc là, ensuite on montre à quoi ça ressemble, la chaîne app. Donc ça c'est Genymotion, j'ai démarré le terminal, donc là j'ai... Pourquoi? Je sais pas. Il est là, j'ai en gros, j'ai un Android, c'est tout petit, j'ai un Android 5.1 qui tourne ici, bon il est là, on va démarrer le jeu, juste voir à quoi ça ressemble le flux normal. Évidemment, il y a des trucs de partout, de la pub à tout va, etc. C'est là la fonctionnalité plus. Donc on peut acheter des pièces. Quand on fait ça, il y a des gens qui mettent 30 balles apparemment. Il faudra après, hein, ça aura plaisir. Donc là, c'est des packs de pièces en gros. Et donc là, on est dans le jeu et quand on clique là, ça met working. Et là, il y a eu le tour de passe-passe qui a eu lieu. Il a fait start by intent, etc. Et là, cette pop-up qui est ici, on va bien Google Play, on n'est plus du tout dans l'application. Donc ça, c'est servi par l'application Google Play qui a pris le focus. Moi, je vais pas faire continue, j'ai pas envie de payer. Je fais gaffe avec ce compte, j'ai pas une carte de crédit, mais voilà. Donc, le truc normal, c'est ça. On fait continue, ça demande de confirmer sa carte de crédit, on fait OK, puis ça revient en disant OK, super, vous avez gagné, vous avez acheté des pièces. Voilà. Là, il n'est pas content parce qu'on n'a pas payé. Donc ok, maintenant on va pouvoir vraiment rentrer dans le dur du sujet. Maintenant qu'on a notre environnement, on peut faire ce qu'on veut, on ne craint rien dans notre émulateur. Donc pour ça, on va utiliser l'outil Jadix qui est en gros un décompilateur Java et surtout qui a bien été optimisé pour Android. Donc ce qu'il va faire, alors il faut savoir, c'est que donc sur Android, c'est pas du bytecode Java, ils avaient une autre machine virtuelle, alors elle s'appelle ART, après ça change pas grand chose sur le principe. C'est pas des bytecodes spécifiés comme la JVM, mais ça ressemble, c'est pas exactement la même chose. Voilà, donc qu'est-ce qu'est capable de faire Jadix? Donc il va commencer par prendre donc, ce bytecode qui n'est pas au même format, il va le traduire au format Java bytecode d'abord, et ensuite il va donc en gros décompiler le bytecode. Donc c'est quoi? Il va essayer d'inventer du code source Java qui produirait le même bytecode. À des moments, il n'y arrive pas, donc il y a quelques instructions bizarres qui apparaissent, etc. Si vous essayez de lui balancer du Scala, par exemple, il ne va jamais, en gros, facilement réussir à écrire du Java qui ressemblera au Scala. Donc, en gros, il va vous dire que la décompilation, il y a plein de classes qui foirent, et là, vous allez juste voir des opcodes assez natifs. Donc là, il faut être un peu barbare pour vouloir lire ça, etc. Puis à la fin, il y a un petit IDE intégré assez sympa, on va voir de suite, qui permet de regarder le code source qui a été inventé. Alors, pour ça, ouais, c'est une foutue pour on change de fenêtre, il reste. Alors, hop. C'est un outil Java. Voilà. Alors. Donc là, la seule chose que je fais open file, je récupère le fichier APK qui a été téléchargé depuis le site chinois. Ça va prendre peut-être 2-3 minutes le temps qu'il y a pas mal de place là.
Par exemple, ça charge là, c'est quoi, programme? Alors, c'est un obfuscateur. Donc, en gros, il va prendre des noms de variables qui sont assez sympas et tout, puis il va tout renommer A, B, ABC, etc. Donc, C'est un plugin supplémentaire qu'il faut installer dans Jadex ou c'est un module de Jadex? non, c'est l'inverse. En fait, c'est Android Studio qui le fournit pour que l'application Android qui soit sortie soit plus complexe à reverser. D'accord. Et donc là, Ça fait plus que ça quand même, programme. Ouais, Ça permet aussi de supprimer le code, les logs. C'est quand on lance l'application, enfin release, on enlève les logs, on choisit ce qu'on enlève. Ça a besoin de performance finalement. De taille et performance, il y a les deux. après, ça, Android est à la limite de 65 000 méthodes. Ouais. Regarde, ça fait pas mal d'opérations sur le truc pour limiter la taille de ton APK. Justement, comme il disait, en strippant tous les trucs qui servent à rien. par contre, c'est purement statique. Donc, si vous commencez à avoir des trucs avec du Spring, du class loading dynamique ou quoi, là, il n'y arrive juste pas, quoi. Donc c'est pour repackager l'application en fait. Exactement. Donc, en gros, il est censé regarder tous les genres, toutes les classes, et puis toutes celles qui sont jamais appelées, en gros, il les vire, puis il va les renommer plutôt que d'avoir des noms comme ça, il va appeler Non. ça A, B, A, B, C. On garde la hiérarchie des dépendances. Quand on va refaire le retour en arrière, on va récupérer nos librairies et les choses à côté ou comment ça va se passer? En fait, non, lui, il renomme tout, en fait. Il Ouais. fait un replace, où ça s'appelle com.machin.bidule, il va appeler ça A.B.C, puis il va gagner. Ça va être assez sale le retour. Ouais. Ouais, il génère en fait un fichier pour le reverse mapping, comme ça on peut lire les stats traces. Parce qu'il y a des erreurs ou comme ça. Okay. Et sinon, ce serait dur quand il y a des crash reports de lire quelque chose. En prod, ça va. On va faire comme ça, parce que sinon... Ouais, mais c'est ça, je l'utilisais surtout en prod. C'est comme sur le web avec Google Closure, Mhm. qui compile ton JavaScript, Ouais, ton ouais. source map qui fait. C'est juste la même chose. Alors là, par exemple, donc, on a notre petit IDE intégré, là. Il y a une fonctionnalité export to Android Studio, hein, pour ceux qui veulent avoir Android derrière. Donc on prend Radix, on ouvre l'APK, et puis ça crache directement le projet Android Studio derrière. Et puis là, on va prendre une classe comme ça, au pif. Et puis là, ça nous recrache du Java. Alors, on va essayer de faire le zoom avec ça. C'est vachement propre. Comment? C'est super propre. Maintenant, un truc vachement plus dégueulasse. Ah, parce que justement, ça va être obfusqué en fait. Ouais. Donc il y a tous les noms dedans, voilà. Il y a même les commentaires qui reviennent, etc. Carrément. Voilà. Les commentaires ne reviennent pas. Enfin, si, ceux qui sont en debug.log, oui, enfin, Oui. voilà, ouais, ceux qu'on essaie. Donc ça sort du truc. Donc si ça peut être obfusqué, c'est vraiment quasiment le code tel quel. Alors c'est pas le code original, parce qu'évidemment l'inventation, machin, tout ça, ça a sorti. Mais par contre, voilà, et de temps en temps, ça met des erreurs, et là il y a des traces avec des autres codes, du code assez bizarre là, qui apparaît, c'est quand il n'a pas été capable de réinventer le code Java qui produirait ce bytecode. Donc là, en gros, on voit tout ce qui se passe, donc toute la logique là, elle est exposée. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est open, APK et c'est fini. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être un cœur, un gourou de l'assembleur ou je sais pas quoi pour faire tourner ça. Si on revient là, ce qu'il y a d'intéressant quand on regarde la doc Google, c'est parmi ces 30-40 pages là qui sont inbuvables, à un moment ils disent justement, donc il y a la configuration ProGuard à faire, ils disent voilà, type classe, en gros tout ce qui va être comme Android Vending Billing, ça surtout on va pas changer, donc c'est ça ce qui se passe en fait dès qu'il y a des chargements dynamiques, si on change les noms des classes, évidemment ça marche plus, on trouve plus les packages, etc. Donc ça veut dire quoi? Que forcément il y aura encore des classes qui vont rester comme Android Vending Billing, quoi. Donc il suffit d'aller regarder là-dedans, puis voir si on trouve des trucs intéressants, parce qu'on sait que ça va pas être obfusqué. Bon là on a vu que le reste de l'application, il n'y avait rien qui l'était, parce qu'on avait le code en clair, etc. Sinon, il y a des trucs, il y a tout qui s'appelle AA, AB, AC, c'est assez compliqué à suivre, sauf toutes ces classes qui sont chargées dynamiquement, où là, il n'y a juste pas le choix et elles restent en clair. Donc là, ce qu'on fait, en fait, on prend ces classes dans son package, puis on va les lire avec l'éditeur, on va faire un peu de revue de code. Puis là, moi, je suis assez rapidement tombé là-dessus, donc c'est intéressant parce qu'il y a une méthode qui s'appelle Purchase Product, donc qui n'est pas du tout le nom qui est donné par Google où c'était Start by Intent, mais eux ils ont décidé de faire une méthode Purchase Product pour encapsuler tout ça dans une classe qui s'appelle Google In-App Billing Plugin, ok certes. Et au milieu de cette classe, il y a un truc intéressant, donc il y a une valeur spéciale qui est testée, là android.test.purchase, déjà ça attire l'œil, qu'est-ce que ça fait là? Une valeur de test en prod,
dépend. Et moi, le commentaire en dessous, il est génial. Fixing Google Bug. Donc, l'équipe ont écrit du code en pensant que ce qu'avait fait Google, c'était faux. C'est peut-être le cas, mais moi, quand je vois ça, le premier truc qu'il fait là-dessus, je fais OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'amuser. Hein. On va forcer la valeur à android.test.purchase, puis on va voir ce qui se passe. Mais pour oser mettre ça, et que, on rappelle, c'est Google qui fournit ça, le truc, ça génère plusieurs centaines de millions de dollars par an de revenus quand même. Hein. Et Google prend une com là-dessus. Ils ont des ingénieurs à peu près décents, Java, ils connaissent à peu près. Voilà, ils ont 2-3 tests en entrée où ils arrivent à détecter un peu les mecs qui savent coder ou pas. On se retrouve à écrire ça, puis alors le mettre dans le log. Même pas mettre un commentaire dans le code source, le mettre dans le log, donc à chaque fois qu'il y a l'application qui va être ça, laisser les logs en plus en prod, donc à chaque fois ça va pourrir l'espace disque sur Android et tout, pour dire qu'en fait on est dans le cas que Google n'avait pas prévu qu'ils ne savent pas gérer. Bon, soit. Bon, la première chose c'est ok, bon, on va regarder parce que bon, j'ai eu la flemme, j'ai pas lu les 40 pages de doc au début sur les billing. Donc ça veut dire quoi android.test.purchase, donc on sent qu'il y a déjà une valeur de test qui traîne. Bah, on cherche ça dans Google et au fin fond de la page de test, on voit quoi, ça dit quoi? Que bah, si on met cette valeur-là, il y a Google Play qui répond comme si on avait vraiment acheté l'item. Donc bon truc de testing, donc faire du test en prod sur des fonctionnalités payantes, ça c'est encore un super choix de la part de Google. Voilà, c'est juste délirant et ça marche en prod, hein, cette valeur-là. Alors pour moi, l'application dans laquelle elle est publiée sur le Play Store, ça devrait juste pas passer. Enfin, c'est une fonctionnalité de test, bref. Ok, donc on va s'amuser à essayer de forcer cette valeur-là. Alors là, pour ça, on va écrire ce qu'on appelle un hook. En gros, c'est quoi? Donc, le code qu'on a vu, il était au milieu de la méthode purchase product qui en entrée prend un SKU. SKU, c'est le type d'item que vous achetez. Donc, le pack de vie, là, développeur payload, on s'en fiche. Et pour faire ça, donc ce qu'on va faire, c'est on va intervenir sur la virtual machine. Pour ça, il y a un framework super sympa qui s'appelle Exposed. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est on va changer le class loader qui est installé par défaut sur Android. Il va être capable, au moment où il charge la classe, plutôt que charger la version originale de la classe, on va pouvoir lui faire charger une autre version de la classe. Donc en fait, on va pouvoir surcharger la classe, entre guillemets, pour lui faire ce qu'on veut. Donc là, bah, typiquement, forcer le SKU à cette valeur. Donc ça, le gros intérêt, c'est quoi? C'est qu'on ne touche pas à l'application originale. Pour l'instant, on ne la repackage pas et tout. Elle reste telle quelle. C'est juste qu'en fait, on a pris le contrôle de la JVM qui est derrière pour lui dire non, mais en fait, quand il va chercher la classe Toto, c'est cette définition de Toto que tu vas me charger et pas celle-là. Et ça s'implémente comment? En fait, on écrit une deuxième application Android qui va implémenter ce hook avec Android Studio. Donc, à quoi ça ressemble? Alors d'abord, ça pour que ça marche, ça ne va pas marcher sur votre smartphone Android tel quel. Hein. Pour être capable de changer et d'injecter des choses dans la JVM, etc., il faut un device routé parce qu'en gros, il faut changer la chaîne de boot. Et au moment en gros où il charge Java, il faut charger un class loader différent. Donc ça, par défaut, évidemment, c'est pas possible. Donc pour installer ces librairies Expose qui sont capables de faire ça, il faut un device routé. C'est pour ça qu'on a mis Genymotion. Et pourquoi je recommande de le faire sur un émulateur? Il y en a qui l'installent sur leur propre smartphone. Si ça foire, si vous flinguez le class loader, votre téléphone. Et puis l'emergency mode et tout, c'est même pas sûr qu'il marche après, quoi, si on commence à être implémenté. Quoi. Donc voilà, il y en a qui ont essayé. Avec Pokémon notamment. Pas de bol, c'était des Samsung Galaxy assez chers. Puis après, c'est du sous garantie. Bref. Donc émulateur, vraiment, toujours émulateur quand on commence à faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est juste pour ceux qui seraient intéressés. Donc ce qu'il y a à faire, en gros, vous téléchargez aussi pareil depuis des sites, donc vous ne savez pas trop pourquoi ils vous le donnent à disposition, ce framework-là. Donc voilà, si vous installez ça sur votre smartphone, c'est toujours risqué. Vous installez l'APK Expose qui va vous demander les droits route. Et l'intérêt dans Genymotion, c'est qu'on a juste au fin fond d'un menu, on peut passer route. Et puis si on installe une application terminale, après on a la ligne de commande, puis on peut vérifier qu'on est bien en route, etc. Donc normalement, c'est juste un APK à poser si on est route, et puis ça marche comme ça. Donc, à quoi ça ressemble la hook? On va regarder dans Android Studio. Alors là, je vous donne directement la solution. Donc ce qu'il y a bien, moi ce que j'aime bien, c'est que là, on écrit du Java pour changer du Java. Donc là, on a un cas super simple, parce qu'on veut juste changer la valeur string. Donc on va le prendre au début. Donc on doit implémenter une interface
expose hook log package. Voilà. Il y a la méthode la plus importante en fait, c'est au moment du chargement du package. Donc en fait les class loaders ça marche comme ça, c'est quand il découvre un nouveau chemin qu'il ne connaît pas comme .toto, .tata, il va faire un certain nombre de choses là, il va regarder ce qu'il trouve dans le class pass, dans l'ordre, il va regarder s'il doit les télécharger, etc. Donc c'est ça qu'on va surcharger. Donc en gros c'est ça qu'on lui dit. Au moment où la première fois qu'il va devoir charger des classes de tel package, on va lui demander de faire le boulot. Là, on définit le nom de package de notre application. Donc ça, si vous le cherchez, il suffit d'aller regarder dans le descriptif, dans le fichier manifeste, et puis vous avez le bootstrap. Là, on définit la classe qu'on va vouloir intercepter, donc c'est celle qu'on a vue juste avant, le Google IAB plugin. Et là, ce qu'on lui dit au début, en gros, parce que quand on commence à mettre des hooks, là, ça commence à ramer. Parce que, en gros, à chaque fois qu'il y a un nouveau package Java qui doit être chargé, ça passe par ce code-là. Donc si on ne fait pas ça proprement, c'est là où on peut briquer son téléphone, nous rendre totalement inutilisable. Donc le premier truc à faire, c'est si on n'est pas en train de parler de notre package neb, on ressort de suite, parce que sinon on peut vraiment bouffer plus de RAM que ce qui a été prévu par les JVM par défaut. Là pareil, c'est fini, quoi. Puis vous rebootez, c'est la même chose, etc. Ok, donc ça on sort si ça ne nous concerne pas. Et sinon ce qu'on fait, donc en fait il y a des helpers vraiment sympas fournis par Expose. On a une méthode helper qui dit find an hook method. Donc en gros, on lui dit quoi? On cherche la méthode qui s'appelle purchase product, qui est dans telle classe, qui correspond à telle class loader. Donc ça, vous savez, quand on fait de l'introspection en Java, il faut toujours se trimballer des class loaders. C'est toujours un peu pénible, mais voilà, ça se fait de la même façon. Bien définir les paramètres d'entrée, parce que comme on peut avoir plusieurs méthodes, mais avec des prototypes différents en Java, si on ne lui donne pas exactement le bon prototype, donc là c'est 2 fois string, il ne va pas trouver cette méthode n'existe pas, voilà. Et puis ensuite, là, on va vraiment pouvoir passer en paramètre vraiment le hook. Alors là, j'ai fait un truc vraiment naïf pour expliquer. Je récupère le paramètre 0, le paramètre 1, un petit peu de log pour voir ce que je fais, surtout la seule ligne qui est importante, en fait. On lui dit que en fait, l'argument 0, on met cette string-là et puis c'est tout. Donc là, c'est super facile parce qu'on a des objets de string. Je rappelle, on est dans une application totalement différente. Donc elle ne connaît pas les classes spécifiques, etc. Donc on imagine, il y a la classe Panda Display. Vous n'y avez pas accès, là, depuis ce code-là. Si vous voulez y avoir accès, alors là, vous commencez à pleurer parce que il faut exporter la classe depuis Jadix, là. L'importer là-dedans, cette classe va dépendre d'autres classes qu'il va falloir aussi copier, importer. Vous allez dépendre de 36 000 dépendances Android que vous n'avez pas forcément ajoutées là-dessus. Donc, dans les faits, imaginons que là, on avait besoin d'un paramètre qui était Panda Display, là, au niveau de la classe. Là, en fait, la seule façon de vous en sortir, c'est d'utiliser justement la réflexion en Java pour dire j'ai un truc de catégorie classe et je charge dynamiquement la classe de tel type, etc. Donc là, in fine, vous faites quoi? Vous faites de programmation dynamique et vous chargez, vous compilez, vous n'avez que des strings. Mais par contre, après, vous êtes capable, avec la réflexion, d'avoir du dynamisme et puis de charger, de définir le bon type de classe. Par contre, au niveau du debug, c'est une horreur parce qu'évidemment, ça compile, puis quand vous déployez, ça ne marche pas. Donc après, il faut redéployer, etc. Dans Android Studio, ça ressemble à quoi? Donc là, j'ai juste ce code-là. Je vous passe les détails du script de build qui est fourni, qui ne marche pas avec les dernières versions de Gradle, évidemment, etc. Entre les changements d'Android Studio et de ce projet. Donc le seul truc qu'on a à faire là, c'est qu'on fait le build APK. Donc évidemment, c'est du Java, ça rame. En attendant, je vais le mettre là, donc ici. Pendant que ça compile, là, j'avais déjà installé l'application Expose, là. Ok, donc là, il me dit que j'avais fait exprès de ne pas l'activer parce que sinon, on va avoir le temps de boot, ça va manger, etc. Donc le premier truc que je vais faire, je l'active. Je vais devoir rebooter pour qu'il, comme on l'a dit, il faut qu'il change les VM. Donc là, le seul truc que j'ai à faire, c'est ça qui est bien avec Genymotion, pour installer un APK. Je fais ça. Installer tout seul. Voilà. Donc là, il me dit, ok, en gros, il a été installé, mais j'ai une notification qui me dit qu'il n'est pas actif. Bon, là, j'ai juste appelé myhook. Je fais ça pour l'activer.
Par contre là, on va devoir maintenant rebooter le device pour que ce soit appliqué. On n'arrive pas à ça faire dynamiquement parce que c'est pris tellement bas au chargement de la JVM que c'est là où c'est assez pénible quand on développe ces hooks, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire un truc, il faut rebooter. Donc là, on est content d'avoir un émulateur qui rame pas trop quand on fait des essais. Ok. On va démarrer. Les reboots directs de Genymotion, la version gratos, ça marche pas très bien. Je les soupçonne d'avoir laissé traîner des trucs pas nickel dans la version gratos. Ok, donc là, on reboot, puis on va voir. Ça, c'est pas grave. Voilà, donc on reprend les points. Donc pour déployer le hook, donc on fait juste avec Android Studio, on a notre projet hook, là, on écrit notre code, on le déploie, on a juste à l'activer dans la config, on reboot, et puis normalement, il n'y a plus qu'à voir. Ok, donc là. Voilà. Donc là maintenant il est en vert, donc il est bien activé. Et on va démarrer en pop cette fois. Et puis là, on va regarder ce qui se passe maintenant quand on fait les achats. Alors là, les temps de chargement sont plus lents parce qu'à chaque fois qu'il charge un nouveau package, il passe par un petit bout de code. Alors tant qu'il n'y a pas trop de hooks, ça va, dès qu'il commence à en avoir beaucoup et tout. Donc quand on développe ça, en général, on en met pas mal pour mettre des entrées de log un peu partout, etc. Ça commence à devenir sacrément lent. Donc là, je vais acheter des pièces. Allez, on va acheter 835 pièces. Et donc là, on a utilisé la valeur de test de Google. Donc là, c'est le Google Play Service. Et il a quoi dans son implémentation hardcodée que quand c'est Android.test.purchase, ça me dit plus que je suis en train d'essayer machin, ça utilise une carte de crédit qui s'appelle Visa Affect. Donc du coup, c'est plus 30 balles ou je sais pas combien. Donc le tarif est bidon. Et là, on fait j'achète. Le paiement s'est bien passé. Là, il redirige vers l'application et je suis content. Et maintenant, j'ai bien. Voilà. Bon, dommage. Voilà, donc j'aurais pu en profiter pour terminer le jeu, hein, chose que j'ai pas fait, mais ça devient vachement plus facile là. On peut rajouter des logs, on peut les voir. Hein. Ouais, alors on va les regarder justement. Alors on va rajouter le jeu, parce que là évidemment je vous montre la solution qui marche. Hein. Alors dans Expose, il y a une fenêtre log où ça montre tout ce qui se passe. Donc là justement, il dit quelle machine virtuelle il a chargé, etc. Donc ça c'est en général ça charge tout ça. Et puis là, donc là c'est mon hook, c'est Yverdon parce que je donne ça en TP là, à l'école large. Il charge mon hook là, donc hooking loaded. Et puis là, c'est un peu plus tard, je suis bien rentré dans la méthode onPurchase product, donc ça c'est vraiment l'entrée log que j'ai écrit. Donc c'est là quand on bosse là-dessus en général, il faut loguer pas mal de classes et tout ça pour voir pas mal les infos, etc. Pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc bon, déjà là dans l'émulateur on peut jouer open bar, ok c'est bien. Par contre pour moi c'est pas encore extraordinaire parce que là on a besoin d'avoir un smartphone routé. Donc si je veux filer ça à ma petite nièce, c'est pas terrible, je vais pas lui installer Expose, de trouver comment router son téléphone Nico ou je sais pas quoi. Ce qu'on veut faire là en fait maintenant, c'est que là on avait deux applis quoi, puis on avait une appli qui surchargeait l'autre en fait et qui devait être route. Non là ce qu'on veut, on va directement aller modifier l'application originale et puis là après comme ça on va pouvoir déployer le nouveau jeu avec la modif direct dedans, ce sera quand même vachement plus pratique. Bon. Comment on fait? Donc ça on l'a dit un peu avant, donc c'est pas du bytecode Java, donc il y avait une présentation là, qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur comment jouer avec du bytecode Java, etc. Vous ne pouvez pas utiliser ces outils-là. Donc c'est du Smally. Smally c'est quoi? C'est un autre bytecode et ils ont des outils pour transformer ce bytecode en truc qui est à peu près humainement lisible. Plutôt que des opcodes avec des paramètres qui ressemblent un peu à de l'assembleur, c'est quelque chose qui se digère. On n'a vraiment pas envie d'en écrire, mais ça se digère quoi. Et donc ça, l'intérêt du Smally et sa représentation human code, c'est que là par contre c'est vraiment objectif, donc dans les deux sens on va vraiment pouvoir faire la transformation et ça va bien se passer. Donc c'est pas du tout comme le reverse tout à l'heure où on a eu un bytecode qu'on a
le décompilateur il a mis pas mal de temps parce qu'en fait il a dû inventer du code Java qui allait produire le même résultat. Là non, là il y a vraiment des transformations qui sont bien écrites et puis c'est la version bytecode c'est ça et la version human readable c'est ça. Donc en gros il fait juste du remplacement de string. Donc comment on va faire nous? On va obtenir le code Smally version lisible de la classe, de la vraie classe de l'application. On va devoir être capable aussi d'avoir le code Smally qu'on a envie d'écrire. Alors ça, la façon simple, c'est en fait, on va prendre le hook puis on va faire la même chose. On va regarder le Smally du hook et puis on va aller faire un merge à la main pour prendre les parties qui nous intéressent et puis injecter ça là-dedans. Et puis après, on fait quoi? On va recompiler notre APK avec le nouveau code Smally. Et surtout, ce qui est important, c'est que la signature se passe bien. C'est une chose qui ne marcherait pas du tout sur iPhone, hein, parce que vous n'êtes pas le développeur de l'application, vous n'avez pas la bonne clé, vous ne pouvez pas le re-signer. Ça ne va pas le déployer. Sur Android, non, parce que la signature, c'est une blague, on va voir pourquoi. Donc, je vais faire les manips là, comme ça ce sera plus clair. Alors. Et puis évidemment, il y a des sites sur internet qui montrent comment faire, etc. Mais ça, en général, ça se passe pas si bien du premier coup. C'est assez gros là pour vous. Donc le premier truc qu'il y a à faire, donc on utilise APK-Tool, l'outil open source qui permet Java, qui permet de trifouiller justement le packaging des applications Android. Là, le D en gros, c'est pour dire désassembler. Donc ce que ça va faire, ça prend l'APK et puis ça va en gros sortir les ressources, les JPEG et tout ça, les XML d'un côté, et puis générer du Smally de l'autre. Donc là on voit il écrit back Smally classis.dex. Donc classis.dex c'est vraiment le bytecode compilé et il va en générer le human readable code. Donc là on voit que ça va beaucoup plus vite parce que c'est des transformations qui sont déterministes. Ok. Ensuite, on a ça. On va aller. Donc ça crée un dossier qui s'appelle Smally où il y a le human readable code là-dedans. Et puis on va faire quoi? Et bien on va aller éditer notre classe, donc qui ne s'appelle pas .class comme c'est du Java, mais juste .smally. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. S'il fallait coder avec des trucs comme ça, ce serait pas super sympa. Mais voilà, on comprend ce que ça fait. Voilà, là, on voit la définition de la classe au début, les variables, etc. Donc là-dedans, moi je cherche la méthode qui s'appelle purchase_product parce que c'est là où on est injecté. Ok, donc là je suis dedans, mais on voit quoi? Que cette méthode-là, elle a deux paramètres string en entrée. Non, un qui s'appelle SKU et puis l'autre développeur payload. Ok, prologue en gros, donc ça commence là. C'est un mot magique pour dire que ça commence ici. Et puis là, voilà, il définit sa classe, etc. Donc ça va être là, à peu près ici. On va devoir injecter le code Smally qui va dire, en fait, SKU égale toujours la même chose, toujours android.test.purchase. Alors, pour ça, je ne l'ai pas inventé. Tu peux aussi déplacer le if. Ouais, on peut faire plein de choses. Une fois qu'on est là, Tu peux faire le if true. voilà. Là, ouais. Mon but ici, c'est de montrer qu'en rajoutant juste une ligne, on arrive à avoir des vies limitées sur le jeu. C'est l'exercice de style. Il y a 52 autres façons au moins de péter leur logique, etc. pour avoir des trucs gratuits. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, pour être tranquille, on va directement mettre juste après le prologue, donc la première instruction, comme ça on est sûr que ça passe bien. On fait ça. J'ai juste rajouté, donc je définis donc une constante string qui s'appelle android.test.purchase et que je stocke dans P1 qui est en fait le paramètre 1. Donc en gros ça c'est vraiment, si on regardait le Smally de Mohawk, c'est ce qu'il a fait sur cette ligne là. Tu l'as écrasé quoi. Exactement. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va devoir régénérer l'application, l'APK qui va bien. Alors, là, il y a des subtilités. En théorie, on utilise juste APK-Tool qui, au lieu du mode D pour désassembler, on lui dit genre A pour assembler et est censé bien se débrouiller. Sauf que dans la plupart des jeux, pour des histoires de perf, il y a pas mal de librairies C++ graphiques et tout ça qui sont incluses.
qui ne sont pas gérés par Java, qui sont dans des dossiers à part, et APKTool, il ne gère pas ça. Donc en gros, il va repackager le truc, mais vous allez perdre des librairies C, C++, etc. Donc en gros, le jeu, il ne marche pas. Donc la Magoo qui marche bien, c'est avant tout ça. Donc en fait, moi, je fais une copie de l'APK avant. Et ce que je vais faire, donc je m'en suis fait une sauvegarde avant. Donc là, j'utilise, alors là, pareil. Je vais compiler le smiley qu'on a modifié à la main, je vais le mettre dans le fichier classes.dex. Donc en fait, au début, on a le fichier APK. Dans le fichier APK, il y a des JPEG, il y a des XML qui expliquent l'application. Et en gros, tout le code Java s'est retrouvé dans un gros zip qui s'appelle classes.dex. Donc là, je vais régénérer en gros tout mon bytecode Java que je vais stocker là-dedans. Et je vais aller le modifier directement, aller le changer dans l'APK qui est là. Pour pas flinguer toute l'arborescence avec les librairies C++, etc. Et là, ce qu'il y a de magique, c'est que si on utilise des versions plus récentes là, de cette librairie-là, ça marche plus, quoi. Parce qu'ils ont pété l'interface, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a plus, etc. Donc il faut toujours voilà, bien mettre les mains dans le cambouis pour comprendre pourquoi une doc marchait et puis marche plus, etc. Donc là, on fait ça. Donc là, c'est traduction donc Human Readable Smiley vers vraiment un bytecode compilé. Donc ça va prendre quelques secondes. Voilà, parce que l'application n'est pas énorme hein, là-dessus. Donc on a compilé toute l'application, tout le code Java de l'application Android là. Quand il n'y a pas Android Studio, ça va mieux. Ensuite, ce qu'on fait, tout simplement, ben en fait, on lui dit juste, hein, parce qu'un APK, c'est quoi? C'est un zip. Hein. Donc on lui dit juste de, ok, ben, mets-moi classes.dex dans mon APK. Voilà, il a écrasé la version existante. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est là où il faut comprendre un peu ce qu'on fait, c'est qu'il y a une signature sur les applications Android pour vérifier qu'en gros, une fois qu'il installe, que ce qui a été téléchargé, ça matche bien ce qui était prévu. Au niveau d'Apple, c'est fait en sorte que la signature, vous avez une clé qui vous appartient à vous, il n'y a que vous qui, en gros, vous enregistrez sur iTunes comme .toto, .machin, vous êtes enregistré, c'est vous, vous avez votre clé développeur et les packages comme .toto, .machin, ils sont que pour vous maintenant, il n'y a personne d'autre qui a les droits de les signer. Enfin, quelqu'un d'autre pourrait les signer en local, mais le jour où ils essayent d'uploader ça sur iTunes, ça ne va pas marcher, ça va dire désolé, votre clé, elle n'est pas à vous, etc. Au niveau d'Android, c'est juste une blague, en fait, la signature, c'est un checksum. En gros, dans les faits, c'est juste pour vérifier que le zip, une fois qu'on le décompresse, on a bien les données telles qu'on s'entend à avoir, mais à aucun moment, ça va vraiment authentifier fortement la personne qui a généré ça. Donc on va voir de suite. Donc là, ce qu'on fait, dans MetaInf, on vire tout ce qui est lié à la signature. Donc ça, c'est vraiment classique dans un jar aussi, tout ce qu'il peut avoir dans MetaInf, donc le manifest.mf qui sert à rien, parce qu'on n'utilise plus Ant depuis je sais pas combien de temps. Et puis en gros, il y a les infos à SACERT, des trucs comme ça. Donc, Et ton checksum, il aura changé de toute façon, tu as changé la classe. ouais, mais justement, c'est ce qu'on va faire. Alors, le premier truc, c'est donc on shoot toute la signature. Donc il y a quoi dans la signature? Bon, le manifeste, on s'en fiche. Hein. Ça ne sert plus à rien, les manifestes, à part ceux qui font du Eclipse avec du Ant pour des projets qui ont 15 ans, quoi. Et là, c'est là où il y avait en fait la clé publique et le certificat qui permettait de signer, de vérifier le checksum en fait, de l'application. Donc ça, on le shoot, et ce qu'on va faire, on va régénérer en fait. On va faire le nôtre, plutôt que celui du vrai développeur. Donc ça, pour ça, on s'embête pas, on fait quoi? Donc je génère ma propre clé là. Voilà, la commande elle est là, bon c'est qui tout, c'est pénible, mais c'est comme ça. Le mot de passe, on va mettre un truc. Donc, voilà. Hop, mon prénom, on s'en fiche. Les personnes, est-ce qu'on oui, c'est unknown, ouais, on est d'accord, oui. Ah, puis je vais vous montrer que ça marche, après les gens ne croient pas. Hein, c'est bien ça, ouais, la clé on met la même, voilà. Donc là, l'application, après on va la signer en tant que unknown, et puis on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai généré ma clé. Donc maintenant, je peux signer mon APK, qui en fait l'APK c'est juste un jar en fait aussi. Hein. Donc du coup, j'utilise les commandes JavaScript classiques où je lui dis en gros, je vais signer avec cet algo là, en gros un vieil algo parce que sinon c'est pas bien géré quoi. Je signe panda pop patch .apk avec la clé que j'ai générée là que j'ai appelée patch quoi. Je fais ça. Je libère ma clé privée là pour bien montrer que c'est moi. Confirmant. Voilà. Il est en train de tout signer, donc il recalcule tout. Donc là, ça peut prendre pas mal de temps.
Parce que là, même toutes les ressources en plus, les JPEG, les machins et tout ça, il doit recalculer l'envoi. Il y a des points SO, ça c'est des librairies, c'est plus là. Unity, Mono et tout ça. Voilà. Il y a un warning, voilà, en gros, qui dit qu'à partir de 2045, ça va peut-être commencer à merdouiller. Bon, c'est grave. Voilà. Une bonne chose à faire, c'est quand même vérifier. Il y a quand même des soucis en fonction des paramètres de Java et tout. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui demander de vérifier. Parce que sinon, on déploie ça sur un smartphone et puis ça marche pas et on ne sait pas pourquoi. Donc là, j'ai fait Gersigner Verify et puis là, il me sort quelques warnings, encore des trucs là-dessus, mais sinon, il me dit c'est bon, signature was verified. Donc en gros, mon APK, il a l'air d'être signé convenablement, donc je ne vais pas me faire jeter à cause de ça. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, c'est fini en gros. Donc maintenant, ce fichier panda-pop patch.apk, je peux le filer à n'importe qui. Alors, on va faire la démo. Donc là, j'éteins ma première VM. Là, je vais démarrer une deuxième VM. Donc cette fois, c'est un Android 6, là, qui est un peu plus moderne et tout, là, justement, parce que vraiment, les gens me font la remarque. Pourquoi c'est un 5.1? Parce qu'il y a des versions d'Xpose à changer, etc. Donc, ça, tu peux l'installer sur ton téléphone. Ouais, s'il y a quelqu'un qui est courageux, il peut même l'avoir, qui veut jouer à ça, oui. J'ai l'APK, il faut juste le brancher et puis c'est bon. Mais même pire que ça, on va voir. Bon, là je boot, donc ce smartphone-là, Android 6, il n'a pas Expose installé. Lui, il n'est pas routé ce téléphone. C'est vraiment un téléphone normal. C'est un autre compte Gmail qui est associé dessus. Concrètement, tu dis courageux parce que tu as récupéré l'APK sur un site chinois, mais on pourrait récupérer l'APK à partir des sources. Exactement, on pourrait faire un ADB puis là, il y a et puis là, il y aurait aucun problème. Ouais. Donc là. Ouais, tu peux appliquer direct de ton téléphone. Là, je vous montre la différence. Routé, Je vous montre donc le jeu normal, on va voir qui a été. T'es sûr? Ils sont routés pour récupérer l'APK? Pour récupérer l'APK, il faut procéder comment? T'es pas obligé d'avoir un téléphone routé, tu le branches et tu peux rechoper l'APK. Il faut mettre juste le téléphone en mode debug voilà. et après ADB pool et puis ça récupère. Ok. Il faut trouver le nom package et tout, mais en 3-4 lignes c'est fait. Donc ça c'est la version. Ouais, mais le truc c'est que souvent on peut pas télécharger Ouais, chez Chrome de nouveau, parce là, tu peux qu'il faire trouve qu'on confiance. n'a pas le bon device. Mais c'est juste pour Ah, trouver oui. le package. Oui, Ouais. alors, si tu l'as chopé Ouais. sur le store, bon, à la limite. Mais souvent il y a des trucs, moi je peux pas le télécharger, genre je veux la version spéciale tablette, puis comme j'ai pas la bonne tablette ou la bonne version d'Android, on peut pas la télécharger, tandis que les Mirror, on a une marche assez bien. Donc ça c'est la version normale, on va voir qu'il faut payer. Et après on déploie la version patchée pour montrer que ça marche. Ok, non, ça je m'en fous. Donc là si j'essaye d'acheter un truc. Voilà, là faut payer, etc. Donc, voilà. Et je suis là. Hop. Fais bien pitié. Ouais, il doit Si on a envie de faire plaisir. Ah, mon Ouais, ordinateur, ouais. Là, je vire l'appli. Et là, ce que je fais, non. Bon, alors l'émulateur, à des moments, il rame un peu. Bon, comment ça marche l'émulateur avec les libres C++? On est compilé pour ça, pour plusieurs architectures, Voilà. sur Android normalement. Voilà. Donc là, en gros, si le jeu n'était pas livré avec les librairies x86, ça marche pas. Il n'y a pas des émulateurs quand même pour les libres? Ouais, mais libc émulé, les performances, c'est tellement Ouais, catastrophique. ça existe. Ça existe, mais c'est ouais, enfin, c'est pas utilisable en pratique pour. On peut faire de l'introspection, comprendre ce qui se passe, mais on pourra jamais jouer avec quoi. Donc là, du coup, j'ai mon panda patch.apk. Voilà. Pendant que ça installe. Tu n'avais pas reproduit le certificat, qu'est-ce qui se serait passé? Au moment où tu le lances Alors, en fait, Attends. j'aurais pas pu installer l'APK, j'aurais vu un T'as truc pu comme quoi installer. l'APK est pas valide parce que la signature correspond pas. Par contre, ça demande quand même d'avoir mis dans le téléphone comme quoi on autorise les untrusted sources. Bah, c'est pas une clé qui vient du Play Store.
Non, mais en fait, dès qu'on met le téléphone en mode debug, en fait, on branche, on fait ADV et push, et puis ça peut être installé. Ouais, mais Voilà. ça veut quand même dire que si on installe l'application, il faut quand même dire au téléphone, je veux. Non. Non. Pas si on met en mode debug et qu'on fait ADV, Ok. le mode développeur entre guillemets. Ok. Si je mets l'APK sur un site web et que les gens le téléchargent ou le récupèrent par mail, là oui, il faut un trusted source. Mais par contre, du moment que le téléphone est mis en mode debug, voilà, là on peut faire l'install à la main. Donc là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, ok, bon, on va voir que ça marche sur un téléphone qui n'est pas routé du coup, mais surtout là, on pourrait vraiment être, si on veut se faire de l'argent, on pourrait prendre l'application, l'APK qu'on a fait, on le publie sous un autre nom, comme on veut, puis on peut vendre la version unlimited à l'ennemi, puis on la vend 10 balles, quoi. Et puis là, Google va nous laisser faire. Il y a juste l'éditeur de PandaPop, s'il s'en rend compte, qui va peut-être dire à Google, ouais, il faudrait enlever cette app, quoi. On sera déjà parti avec plein de sous. Exactement. Mais ils ont un numéro de carte bancaire et une adresse email derrière. Voilà. Ouais. Il faut dépenser les sous assez vite. Voilà. Donc là, ce qui se passe. Alors, bon là, le premier niveau, c'est pénible parce qu'il y a le tutoriel pour expliquer comment ça marche. Vous voyez ce que c'est que ce magnifique jeu. Hein. Ouais, Au cas où vous n'avez pas compris. Hein, voilà. C'est de Voilà. Donc c'est le mode débile en plus au début où. Voilà. Bon. Mais par contre, je suis obligé de passer. Enfin, faudrait sinon j'écrive un hook qui zappe le tutoriel. Là. Mais là. Ça sauve des bébés? Ouais, c'est des bébés pandas qu'il faut sauver. Voilà. Oh. Typiquement ce genre de truc où les gamins au téléphone ils vont acheter des gens. Ok, voilà, donc Ouais, ça j'ai c'est compris ça. comment ça marche. C'est bien. Donc on voit que l'émulateur il va vite là. Ok, voilà. Bon. Très bien. Avec ça, j'accède. Ouvrir les jeux. Et là, je vais à partir de là, je vais pouvoir. Donc j'ai que 40 pièces là. Allez. Ah, il vaut le coup, je suis là à 15 balles là. Voilà. Exactement la même chose. Donc là, j'ai pas, pour vérifier, j'ai pas Expose qui est installé, etc. Là, c'est le truc bidouillé. Et puis, voilà. Ça marche de la même façon. Donc là, si je suis joueur, voilà, comme je l'ai dit, je mets ça sur le Play Store. Et puis, voilà. Donc, Tu peux en tout cas le partager au Juggler. ouais. Alors, Je pense que tu nous as convaincus. donc les leçons là-dessus. 5 minutes, c'est fini. Pour le, vu que dans ton diagramme de séquence, ça faisait au départ, il demandait la liste des choses qui avaient été achetées. Ouais. Là, il va considérer que ça a été acheté. Il va te retourner cette liste. Ouais, parce qu'ils ont, en fait, ils ont patché le bug de Google. Ouais, C'est pour ça que ça marche. Ouais, Sinon, il faut écrire. Sinon, il faut écrire plus de lignes. Sinon, il faut l'écrire avant et après, il faut tricher. Il faut mettre en mémoire qu'il est en train d'acheter le pack 2, passer le test.purchase, et quand tu as la réponse qui dit qu'il a pris le test.purchase, tu triches et tu fais un hook sur la réponse. Donc là, c'était avant la méthode, on peut faire un hook après la méthode pour dire en fait, non, c'était pas test, c'était le bon, et puis ça passe. Est-ce qu'il te rachète les points que tu n'as pas utilisés? Non, mais donc le premier truc là-dessus, moi, qui me sidère, c'est qu'on a encore les logs de debug qui sont en prod, quoi. Donc on voit pourquoi en plus. Donc si vous faites de la revue de code, c'est génial, un truc qui vous dit qu'on a fixé un bug comme ça, en général, ça pue, quoi. Vraiment, la plus grande leçon, c'est par défaut. Donc là, ce qui se passe, je le théorise là-dedans, mais en fait, on a une décision de contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai assez de pièces? Est-ce que j'ai le droit d'accéder à tel niveau? Est-ce que j'ai le droit à tel feature plan? Qui est fait de côté client, donc vraiment dans l'application, pas du côté d'un serveur. Donc ça, par design, ce ne sera jamais sécurisé. Parce que n'importe qui peut trifouiller votre code source. Et en gros, si dans votre code source, vous avez un if, j'ai accès, il suffit d'aller dans le binaire et puis mettre un if note à la place et vous allez rentrer dedans. Là-dedans, ce qui est assez drôle, c'est la doc de Google. Hein. Tant que vous n'avez pas à écrire des applications Android, je trouve ça drôle, sinon c'est une autre chose. Il y a une section best practices quand même d'un point de vue sécurité. Alors en haut au début ça vous dit quoi? Validating purchase details. Donc c'est fortement recommandé de vérifier les détails sur un serveur à qui vous faites confiance. Alors, en gros si vous le faites côté client comme c'est fait là, ce ne sera pas terrible. Bon, si vous ne pouvez pas utiliser de serveur, aujourd'hui qui peut ne pas avoir de serveur sur un jeu connecté? Enfin c'est juste ridicule, hein, mais voilà. Cependant, c'est quand même possible de le valider dans votre app. Donc en gros, c'est pas terrible, mais bon, c'est quand même tout à fait acceptable. Donc si vous avez un manager, vous dites non, moi il me faut un vrai back-end pour ça, puis lui il dit ça, il dit non, on va jamais payer une machine dans le code pour faire ça, c'est bon, ils disent qu'on peut, on peut.
un peu plus loin, il y a quand même un truc, une section qui dit pour valider directement donc, sur le smartphone. Donc, ils ont prévu le cas. Donc, ils répètent, ouais, si vous avez vraiment, vous n'avez pas votre serveur, vous pouvez quand même le faire tout en local dans l'application. Attention, c'est pas vraiment sécurisé. Parce que blablabla, voilà, ça pourrait être compromis et reverse engineeré, blablabla. Et donc les recommandations qu'ils ont, c'est en gros, c'est d'utiliser Program. Et que ça. Mais pire, c'est que si on va plus loin dans la doc, là j'ai pas mis, c'est qu'en gros, ils donnent des exemples en disant, par exemple, on va acheter des pièces ou quoi. Moi je dis quoi, non, on peut pas acheter des pièces en fait, avec le truc d'Inabilling. À la base, ça a été fait par Apple, après ils l'ont copié, c'était pour acheter du contenu original, typiquement un magazine. Le magazine, vous ne pouvez pas l'inventer. Là, le compteur de pièces, en fait, vous savez qu'en achetant 40 pièces, quel va être le résultat, vous aurez un compteur en local dans l'application qui va faire plus 40. Donc ce sera toujours possible de trouver dans le code de l'application où est le compteur en mémoire ou quoi pour lui mettre la valeur que vous voulez. Tandis qu'un magazine, bah, vous le téléchargez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, pour la petite info, là, ce que je vous montre, j'ai évidemment contacté l'éditeur, donc l'équipe, ça fait plus d'1 an et demi. Eux, ils m'ont jamais répondu, donc je les ai contactés plusieurs fois. Je pense que ça génère assez de millions pour pas qu'ils s'occupent de la sécurité, ils sont pas assez prêts. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, ce code-là, où ils ont fixé le en fait, c'est que eux ont utilisé un plugin qui est vendu 70$ pour simplifier l'intégration du Play Store. Là, j'ai eu un feedback assez rapide. Où en gros j'explique au mec c'est bizarre, enfin, votre truc c'est que côté client, il y a un côté serveur, vous ne prévenez pas, ça va pas le faire, quoi, c'est pas bon. La réponse du type ça a été the vulnerability doesn't make any sense. Voilà. Donc en gros j'ai rien compris, c'est n'importe quoi, j'ai fumé des trucs, c'est pas exploitable. Bon, vous avez vu qu'a priori c'est quand même gênant, quoi. Bon, donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, ça fait assez longtemps, donc je considère plus avoir de risque juridique particulier là-dessus. Donc pour finir, recommandation. Alors niveau 0, c'est celle de Google, hein. C'est oui, utiliser Program. Donc là, ce qui va se passer avec ça, c'est qu'on n'aura pas le joli log.info en disant qu'ils ont fixé le bug de Google et les noms des méthodes vont avoir changé. Par contre, tout ce qui est in-app-billing, on a vu, ils demandent dans le conf Program de ne pas les changer. Donc vous aurez toujours votre point de départ avec ces méthodes in-app-billing et après vous allez pouvoir suivre dans des méthodes qui s'appellent ABC, etc. Pour faire les choses mieux, c'est possible sur Android en fait d'avoir des librairies en C, C++, c'est ce qu'ils appellent le Native Development Kit. Comment ça marche en fait avec GNI pour ceux qui connaissent, donc depuis Java on peut appeler du C. Donc c'est ce qu'ils utilisent en fait et pour ça il y a des méthodes qui sont, quand l'implémentation de la méthode on met native devant et en fait il n'y aura rien dans la méthode, ça va appeler automatiquement une librairie C qui fait le même boulot. Là si on veut commencer à s'attaquer à ça, il y a vachement plus de boulot parce que faire du reverse et des instructions assembleurs ça commence à être méchant. Encore plus quand c'est du code ARM, parce que bah, là, faut parler ARM, c'est encore pire. La grande chose à faire, en fait, c'est comme le dit Google, c'est ouais, ben, tout ce qui est achat, en fait, ça doit être validé dans du code que vous pouvez truster. Pour que votre code puisse être trusté, en fait, il faut que ça tourne sur un serveur, où en gros, un attaquant ne peut pas facilement changer l'implémentation. Sauf que ça, ils ont l'air de dire que c'est vraiment la panacée une fois qu'on fait ça, mais non, mais on ne se protège pas de tout quand même. Parce que si le serveur, on envoie au serveur pour dire ouais en fait est-ce que cet achat il est quand même valide ou pas et que la réponse c'est oui non, c'est super facile de hooker la réponse et de faire croire que c'était oui. Donc on n'a quand même pas fini. Donc la seule chose en fait qui marche là-dessus, donc si vous voulez faire des achats dans vos applications et que ce soit sécurisé, faut juste faut être capable de vendre du vrai contenu original. Bah, sinon quand je dis le compteur ça va pas marcher. Donc ça c'est ce que fait Angry Birds par exemple. Ce que vend Angry Birds c'est pas des vies en plus pour avoir un oiseau en rab. Ce qu'ils vendent c'est carrément des niveaux. Donc c'est vraiment du contenu original que vous ne pouvez pas inventer. Parce que si vous pouviez l'inventer, bah, on ne peut pas l'inventer, mais si l'app elle dit bah, c'est ok, il a payé. Oui, mais c'est le serveur. C'est le serveur qui télécharge. À ce moment-là, on revient au fait que tu as le back-end pour valider. C'est back-end, oui. Mais back-end pour valider, mais il ne va pas répondre oui, non. Il va dire ok, tu as bien payé, donc en échange, tu as le droit de recevoir, voici le fichier zip où il y a toutes les images, le Parce jeu, que tu etc. peux très bien vendre du vrai contenu si tu es con, bon ok, que tu n'as pas mis ta validation dans le back-end. Ton problème il n'est pas résolu. Exactement, donc en gros il faut les deux. Faut les deux. C'est ça la recommandation. En gros, pour que ça tienne la route, Angry Birds, c'est ce qu'ils font, c'est 1 plus 2 plus 3. Comment ça fonctionne concrètement? Tu as une autre application, un nouveau jeu? Ou quand tu vas télécharger du nouveau contenu Non, en fait, sur Android, tu peux vraiment télécharger directement et puis dézipper ton application installée. C'est pas des instant apps, c'est encore autre chose. Non, c'est vraiment du. En gros, une fois que tu as installé ton APK, en gros, il a été dézippé, quoi, il est posé là-dedans, et toi, tu peux, depuis du code Android, inscrire des fichiers au même endroit et donc avoir des nouvelles classes, des nouvelles librairies, des nouvelles ressources, etc. Ce qui est aussi un lien malware.
J'imagine. Donc là par exemple, juste pour voir ce que c'est, donc ça je suis allé, donc j'ai Rovio, donc c'est Angry Birds, et là-dedans bah, ils ont une méthode qui s'appelle Payment Finished. Là ils ne sont pas embêtés à l'obfusquer d'un point de vue Java, parce qu'en fait, bah, là elle est marquée avec le mot-clé native et il n'y a rien dans l'implémentation de la méthode. Donc en gros, l'implémentation c'est dans une librairie C. Donc là pour faire du reverse, ça ne va pas vous prendre 1 heure, ça va vous prendre au moins 1 semaine si vous savez faire. Puis pire encore quand c'est du ARM, et puis pour le patcher c'est compliqué, etc. Voilà, donc en conclusion, bah, j'espère avoir montré que faire du reverse Java c'est super facile, Android encore plus avec Jadix, vraiment rien à faire, il faut juste faire un drag and drop de paquet. Ça veut dire quoi? En gros que tout le code Java que vous écrivez et que vous mettez dans l'application, vous ne pouvez pas lui faire confiance, n'importe qui peut le modifier. Voilà, vous avez vu qu'on peut re-signer un APK, c'est une blague en fait. Donc la seule chose c'est quoi? En gros, il faut des technologies server-side. Donc si vous voulez quelque chose de sécurisé, en gros, faites un jeu avec du streaming, avec du web, etc. Mais pour qu'il y ait en gros aucune intelligence dans l'application locale, à part juste la couche UI où vous allez choper les touches clavier. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut protéger les points d'entrée. Il ne faut pas faire confiance aux données qui proviennent du client. Exactement. En gros, il faut faire confiance à rien, que ce soit les inputs parce qu'ils peuvent être modifiés ou le code source. Et moi, ce qui m'y arrange le plus, c'est que les recommandations du Google, alors soit c'est incomplet ou plutôt ça prête à mauvaise interprétation. Il parle plein de use cases, mais en fait, on ne pourra jamais les implémenter de manière sécurisée, quoi. Voilà, on dit. Puis en bonus, pour ceux qui seraient vraiment motivés, donc on peut avec Jadix exporter vers un fichier Android Studio. Quand on écrit les hooks, on passe pas mal de temps à faire du ping-pong à redémarrer. En fait, si on édite le fichier de définition de l'application, on peut rajouter le flag Android debuggable égale true, et à ce moment-là, on peut brancher Android Studio en mode debug sur l'application. Donc on prend l'APK en reverse, on envoie le code d'Android Studio, on démarre l'appli qu'on a branché sur le téléphone, et puis là, on a des breakpoints de partout. Donc là, c'est juste royal. Tant que, évidemment, Jadix a réussi à inventer le code Java qui va bien, etc. Donc ça ne remplace pas le hook parce qu'on ne va pas être capable de changer le code dynamiquement quand même, parce que ça c'est pas possible à cause des classes loader. Par contre, on va bien se balader dans les classes quand on avance dans le workflow pour savoir exactement où on est, etc. Depuis Android Studio, avec les débuggers, tu peux changer la valeur des variables. Tu peux déjà commencer à jouer. On peut commencer à faire des trucs, mais dès qu'on après, il y a du caching, il y a des trucs et tout, ça en général ça marche mal. Mais dès que les numéros lignes ne matchent plus, etc. Enfin, c'est voilà, et puis pour finir, j'ai organisé une conférence sécurité à Yverdon dans 1 mois et demi. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de développeurs en conférence sécurité pour parler des sujets comme ça, et que dans les conférences développeurs, architecture aussi, il y ait plus de sujets de sécurité. Je vais parler à peu près du même thème à SoftCheck là aussi. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus, n'ayez pas peur, c'est pas forcément des talks très compliqués. Là j'espère vous avoir montré que si on connaît Java, on est capable de faire du hooking, on est capable de casser une application Android, on n'a pas besoin d'être un hacker qui sait lire du code machine depuis l'âge de 12 ans. Voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je rajoute, pour le SoftCheck, si jamais, c'est une conférence sur l'IT de manière générale, il y a des talks assez bien, de tout niveau. C'est le 26 et 27 octobre à Épiage. Voilà. Merci. À utiliser à vos risques et périls. Vous êtes tous majeurs.